Salam alaikum. C'est ministère de la Santé, la direction de la formation. Je me présente, c'est mademoiselle Saouli Imen. Je suis administrateur principal au sein de la direction de la formation. Je suis chargée du dossier de la formation continue des biologistes de santé publique. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau thème avec professeur Doubali et professeur Bsaha du CHU Bni Msous sur la responsabilité professionnelle du biologiste. مرحبا بكم كامل. Je vous souhaite une bonne formation et je passe la parole à l'IMPFP, professeur Doubali. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis le professeur Bessaha, service de médecine légale du CHU Bni Msous, avec le professeur Doubali, chef de service de CHU de Bni Msous en médecine légale, qui va vous présenter un thème important. Nous allons parler de la responsabilité professionnelle du biologiste de santé publique. Nous avons beaucoup travaillé avec les biologistes de santé publique. Nous avons beaucoup de relations avec eux. D'ailleurs, moi, je suis le président d'honneur de la société scientifique des biologistes de santé publique. On a fait une première conférence à l'INSP qui s'est très bien passée. Beaucoup de questions ont été soulevées concernant le statut, concernant la responsabilité de biologiste de santé publique. Je pense qu'aujourd'hui encore, on va soulever beaucoup de questions et on va essayer d'apporter les réponses médico-légales et déontologiques, parce que notre spécialité, c'est le droit médical, l'éthique et la déontologie médicale. Nous avons fait le tour de nos collègues de toutes les spécialités, sages-femmes, anesthésistes, infirmiers de santé publique, etc., même les collègues de médecins, aussi bien généralistes que spécialistes. Nous leur avons donné beaucoup de notions concernant le droit médical et la déontologie et l'éthique. Donc nous sommes là pour la même mission et nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos préoccupations concernant votre statut dans le cadre de l'exercice de votre profession. On va donner la parole au professeur Doubali, chef de service de médecine légale du CHU Bni Msous, qui va vous présenter donc cette communication à travers laquelle vous notez les questions que vous voulez poser, et à la fin de la présentation, on échangera nos idées et nos préoccupations concernant votre spécialité. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne écoute avec le professeur Doubali. Merci beaucoup, professeur Bessaha. À mon tour, je vous souhaite la bienvenue et on va vous parler sur un sujet qui est très important concernant toutes les professions de la santé, un sujet qui aborde le droit médical et que chaque profession de la santé, quel que soit un médecin, un paramédical, un biologiste, un psychologue, sage-femme, qui exerce la profession médicale, il doit connaître quelles sont les règles du droit législatif et déontologique qui règlent notre profession. Et ça, c'est une obligation afin que lorsqu'on exerce notre travail, on doit quand même respecter ces règles-là pour ne pas avoir notre responsabilité est engagée. Dans cette présentation, on va la diviser en trois grands axes principaux. Premier axe, on va parler sur quelques notions de droit médical. C'est quoi le droit médical? Quel est le cadre législatif qui règle notre profession? Et le deuxième axe, que vous devrez normalement connaître votre statut dans la fonction publique. Chaque profession médicale, pour les biologistes, les anesthésistes, les sages-femmes, ils ont un statut publié dans le journal officiel. Donc, là où je vous invite à connaître ce statut, afin de connaître bien sûr vos droits et vos devoirs. Et le troisième axe qu'on va aborder également, c'est concernant la responsabilité spécialement pour les biologistes et quelle est la particularité pour les biologistes de la santé publique. Donc, je vais entamer ma présentation intitulée sur la responsabilité professionnelle du biologiste de santé publique. Comme introduction, premièrement, on doit définir c'est quoi la fonction médicale. Tout le monde sait que c'est quoi. Bon, quelqu'un qui exerce comme médecin, il travaille dans l'hôpital, il travaille dans le service privé, dans les laboratoires, etc. Mais il y a une définition quand même
si on veut définir c'est quoi une fonction médicale, c'est un ensemble des activités humaines, techniques et scientifiques dont, pour objet la guérison, l'atténuation, la prévention des maladies, la restauration et la préservation de la santé. Cette fonction, elle est exercée par une personne qui a les connaissances, qui a les compétences afin d'exercer cette profession dans les conditions d'exercice réglées par la loi. Dans l'article 165 de la loi de la santé 2010, qui définit c'est quoi une profession de la santé. Parce que tout le monde dit que je suis professionnel de la santé, mais on doit, qui exactement vis-à-vis sur le point de vue légal, à qui on peut dire que c'est un travail de la santé. Donc, par cette définition, le législateur, il a défini c'est quoi le professionnel de la santé. C'est toute personne. On dit bien toute personne exerçant et relevant d'une structure ou d'un établissement de santé, qu'il soit public, privé, lab ou autre, qui, dans son activité professionnelle, fournit ou concourt à la prestation de santé ou contribue à sa réalisation. Et dans ce cas, dans cette loi, la nouvelle loi de 2010, elle englobe tous les professionnels, quel que soit leur statut, qui contribuent, qui participent à la préservation de la santé. Ça peut être les agents administratifs, les agents laborantins, les médecins, les brancardiers, les ambulanciers, tout ce monde-là est soumis à cette loi-là de la santé et on peut lui qualifier comme un professionnel de la santé. Pour exercer une profession médicale, donc on doit avoir une formation. Donc, dans cette formation-là, on doit acquérir des compétences. Compétences scientifiques, théoriques, techniques, pratiques, etc. Mais dans l'exercice de cette profession, dans ce qu'on dit l'acte médical, il s'inscrit aussi dans un cadre d'exigence qu'on doit respecter. Donc, on doit avoir des connaissances scientifiques, certes, techniques, mais dans l'exercice de cette profession, on doit respecter certaines règles, certaines exigences, qui sont des exigences juridiques. Et là, il y a la loi générale qui concerne tous les citoyens, et des lois spécifiques à chaque profession, médicale, autre profession, etc. Pour chaque corps, il a une loi spécifique. Dans chaque corps, il y a des statuts particuliers pour chaque profession qui définit pour chaque profession quelles sont les tâches, quelles sont les obligations, quels sont les droits. À côté de ça, il y a aussi des règles éthiques et déontologiques, c'est-à-dire des règles d'usage qu'on doit, surtout dans la profession médicale, qu'on doit les respecter. Parce que la profession médicale, c'est une profession qui est un peu particulière, qui est le fait qu'on travaille. On ne travaille pas vis-à-vis sur des objets, on ne travaille pas sur du meuble ou sur des murs, etc. Mais on travaille avec une personne, un être humain. Et donc, il y aura un développement d'une relation entre la personne qui est le médecin, qui est le professionnel de la santé, et cette personne-là. Et donc, pour cela, on doit respecter certains principes et certaines règles d'éthique et de déontologie. Par conséquent, donc, le professionnel de la santé, il est responsable de ses actes commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Chaque profession, au cours de l'exercice de sa profession, il doit être responsable. Et quand on dit responsable, donc il doit répondre, à des erreurs, à des fautes, à des gestes qu'il a commis. C'est ça la responsabilité de toute personne, qu'on doit être responsable de notre parole, de notre acte, de notre travail. On doit assurer les conséquences, quelles que soient ces conséquences de notre action et notre exercice de profession. J'ai aimé aussi donner quelques notions de façon superficielle de droit médical, afin d'avoir une idée sur c'est quoi le droit médical, comme il a dit M. Psaha, comme étant nous, un médecin légiste, le médecin légiste, on a quand même un côté que notre spécialité est appelée de médecine légale, droit, médical et éthique. C'est-à-dire on a quelques notions de droit et on aimerait bien partager ces notions-là parce que chaque profession de la santé, il doit quand même avoir ces notions générales de droit médical. Si je peux dire même en plus, chaque citoyen, il doit avoir des notions de droit afin de vivre dans une société d'une façon légale et d'une façon normale. Donc, c'est quoi la responsabilité médicale? Tout le monde sait, à travers les médias, qu'il y a des erreurs médicales, que le médecin il a été poursuivi, soit professionnel de la santé poursuivi, il a engagé sa responsabilité médicale,
un laboratoire qui a commis une erreur d'analyse, donc qui peut être poursuivi en tribunal sur le coût d'une responsabilité médicale, etc. C'est pour ça que j'ai dit, bon, il est utile et important et très intéressant de parler de la responsabilité médicale. Pour définir cette responsabilité médicale, en effet, il y a 4 types de responsabilités qui peuvent être engagés devant les tribunaux concernant les professionnels de la santé. On la divise en deux grands groupes de responsabilité médicale. Il y a la responsabilité qu'on appelle civile, qui regroupe la responsabilité civile et la responsabilité administrative. Les caractéristiques de cette responsabilité, elle a un but une source d'indemnisation, c'est-à-dire une fois qu'on est poursuivi pour une faute de nature civile ou administrative, on est obligé d'indemniser, de rembourser. L'autre côté, c'est une responsabilité de source de sanction, quelqu'un qui commet une faute dans le cadre d'une responsabilité pénale ou une responsabilité disciplinaire, là, il peut être sanctionné par soit une faute sanctionnée sur le plan pénal, donc il peut même faire de la prison, soit sur le plan disciplinaire, là, pour certaines spécialités où là, il y a un code de discipline, code de déontologie, peut être sanctionné dans le cadre déontologique par des sanctions, qu'on les appelle en médecine, des sanctions disciplinaires, peut être blâmé, averti ou même interdiction d'exercer la profession médicale d'une façon temporaire ou même d'une façon définitive. Donc là, vous voyez que la responsabilité elle est divisée en deux grandes familles, deux grands groupes, la civile, la responsabilité civile et la responsabilité pénale. Si on veut définir la responsabilité civile, expliquer plus c'est quoi la responsabilité civile, elle est réglée par le Code civil. Dans la loi algérienne, bon, on connaît, il y a la Constitution, et de cette Constitution, il y a des codes. Il y a le code pénal, comme vous savez, le code de la route, code de la douane, code du commerce. Il y a le code pénal, code de la santé aussi. Il y a le code pénal qui règle toute la vie en société. Il y a aussi le code civil. Donc, le code civil, donc, qui règle le code civil qui règle la responsabilité civile ou la relation des citoyens entre eux, dont le but, c'est la réparation financière d'un dommage. Pour bien expliquer la responsabilité civile, je vous donne l'exemple de quelqu'un qui conduit sa voiture et il est responsable d'un accident de la voie publique. Donc, il a une assurance, il a commis cette erreur-là, il a causé un dommage à une autre personne. Ce dommage-là, il a eu une fracture ou quelle que soit des blessures, il est obligé de réparer. Donc, c'est la réparation financière d'un dommage. Soit le demandeur qui demande cette réparation, c'est la victime, le patient lui-même, ou en cas d'un décès ou d'un mineur, c'est une personne ayant droit, des parents qui vont demander cette réparation vis-à-vis à la personne qui a commis cette erreur. Donc, dans le cadre de la responsabilité médicale, vis-à-vis de l'hôpital, la clinique, le laboratoire, le médecin, l'infirmier, le biologiste qui a commis cette faute-là, il doit réparer, il doit endommager. C'est-à-dire, il doit payer, il doit donner de l'argent, la réparation à cette victime-là. Pour appliquer cette responsabilité civile, donc, il y a 3 principes. Premièrement, on doit prouver qu'il y a une faute, que le professionnel de la santé, il a commis une faute, qu'il y a un préjudice, donc il y a un dommage réel, que la victime ou le malade présente un préjudice, par exemple une blessure, soit une maladie, soit une infection, etc. Et un lien de causalité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prouve qu'il y a une relation directe et certaine entre la faute commise par le professionnel de la santé et par le dommage ou le préjudice subi par la victime. Une fois que cette triade-là a été vérifiée et établie, donc la victime elle a le droit de demander une réparation et l'auteur, le responsable de la faute, doit réparer cette erreur-là. Donc, une fois sa responsabilité est engagée sur le plan civil. Ça, c'est très, très simple, c'est-à-dire, et la base, si on peut dire ça, c'est la base de contrat entre le malade et l'hôpital, et le médecin, et le biologiste, et le laboratoire, etc. La responsabilité pénale, ça, c'est une autre chose. La responsabilité pénale, elle est réglée par le code pénal, en Algérie, c'est le code pénal qui dicte c'est quoi l'infraction et c'est quoi la sanction.
chaque infraction, par exemple, quelqu'un qui a donné des coups et blessures, quelqu'un qui doit donner un chèque sans provision, tout ça, c'est noté dans le code pénal. Et en même temps, les juges vont juger une personne selon ce code pénal-là, selon tel article ou tel article qui parle de telle infraction. Dans le but, c'est quoi? C'est la répression, donc la sanction d'une infraction, d'une personne qui a commis une infraction, ou non, respect de la loi. Donc, il y a une loi qu'on est obligé de respecter cette loi-là. Une fois qu'on ne respecte pas un article de loi, on peut être sanctionné pénalement. La sanction aussi, je dis, elle est prévue dans le code pénal. Dans le code pénal, j'ai dit qu'il y a des articles qui dictent quelle est l'infraction, qui définissent c'est quoi une infraction, et elle dicte aussi quelles sont les sanctions possibles pour la personne qui a commis cette infraction-là. Et les sanctions sont sur le type d'une amende, d'une peine de prison, soit en prison ferme, soit en prison avec sursis. Qui demande dans ce cas-là? C'est la société représentée par le magistrat, par le procureur de la République. C'est la société qui va demander réparation. Ce n'est pas dans le civil, il y a deux parties, donc le malade, deux personnes, par exemple le malade et le médecin, le malade et le biologiste. Par contre, dans la responsabilité pénale, il y a trois parties. Il y a la victime, il y a la société représentée par le procureur de la République, la République, si je peux dire ça, et il y a l'auteur, le responsable. Donc, c'est la victime, soit les ayants droit en cas de décès, vont demander une réparation, vont demander à la justice que la personne, le professionnel de la santé qui a commis cette erreur-là, il doit être sanctionné. Sanctionné par des sanctions comme des amendes, comme je dirais, par une peine de prison ou autre, afin qu'il ne va pas refaire la même erreur ultérieure. Exemple, généralement, qui engagent la responsabilité pénale des professionnels de la santé, surtout par exemple la non-assistance à une personne en danger, la violation du secret médical, les blessures involontaires. Par exemple, vous faites une injection, un prélèvement de sang, ça c'est une blessure. Vous introduisez un aiguille dans le muscle, ça c'est une blessure occasionnée, mais justifiée par le geste thérapeutique, par le geste médical. Mais si quelqu'un qui n'est pas dans la profession de la santé introduit un trocar, un aiguille dans le bras d'une personne, là, on peut le qualifier comme coup et blessure volontaire, il sera sanctionné par le code pénal. L'autre type de responsabilité, c'est la responsabilité administrative. Elle est réglée par le code civil et le code règlement administratif. Là, généralement, elle concerne surtout les professionnels de la santé qui travaillent dans le secteur public, qui peut être sanctionné par son administration. Et s'il y a une erreur, par exemple, laboratoire je ne sais pas, je donne un titre d'exemple, laboratoire de biologie ou de biochimie, etc., qui commet une erreur, suite à cette erreur, il a une maladie, donc le malade peut demander une réparation vis-à-vis de l'hôpital, là où travaille le biologiste. Donc, dans ce cas-là, c'est une responsabilité administrative parce que, par exemple, il y a un défaut de réactif, un défaut de transport de prélèvements, etc. Suite à cette erreur-là d'organisation du travail d'un service ou d'un laboratoire, il y a un dommage subi par le malade. Là, le malade, il a le droit de demander une réparation vis-à-vis de... Je continue. J'aimerais bien avoir un retour pour savoir est-ce que le son est... Je sais pas, est-ce que la communication elle passe très bien? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que le son il est bien? Ou s'il y a un problème, j'aimerais bien que vous nous signalez ce problème. Vous nous dites si vous arrivez à suivre. Vous pouvez nous arrêter pour poser des questions précises. Sinon, on le fait à la fin. Mais est-ce que quelqu'un peut nous répondre? Est-ce que vous arrivez à suivre? Le son, quel est le son? Moi, je ne sais pas le son. Est-ce que vous arrivez à suivre? À notre niveau, le son il passe très bien. Très bien. Ils disent que bon, la plupart, ils ont reçu le son et l'image 10 sur 10.
D'accord? Donc, je continue en arrivant à la responsabilité administrative. Là, je fais un petit résumé, juste la responsabilité, je dis il y a la responsabilité civile et pénale et administrative que chaque professionnel de la santé peut voir sa responsabilité engagée sur ce plan-là. Et il est intéressant, il est important aussi qu'on connaisse ce cadre-là afin de répondre une fois que si on voit qu'on est appelé à témoigner ou appelé à répondre à certaines questions posées par des magistrats, on doit connaître quand même sur quel cadre, on est dans quel cadre, est-ce qu'on a fauté ou non. Après cette responsabilité, je passe au deuxième volet de notre communication. Et là, j'appelle, bon, j'imagine que tout le monde, que les biologistes de santé publique connaissent leur statut. Si certains ne connaissent pas, bon, je vous invite à le télécharger facilement par Internet dans le site de Journal officiel et vous demandez le décret exécutif numéro 1152 du 3 avril 2011. Là, vous trouvez tout le statut qui vous donne, qui règle, qui explique la profession du professionnel des biologistes de santé publique. Je ne vais pas étaler sur les différents articles, mais j'ai sélectionné quelques articles afin de comprendre aussi votre statut. Dans l'article 4, par exemple, donc, l'État ou l'organisme s'engage, quels sont les droits du biologiste de la santé publique. Par exemple, quelqu'un qui travaille bien sûr dans le secteur, dans les hôpitaux, dans les laboratoires de santé publique, il a le droit au transport, il a le droit de la restauration pendant la garde, il a le droit de l'habillement pour des tenues obligatoires. Il a aussi le droit à une couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail. Ça, c'est parmi les droits. Toujours dans le statut qui définit le cadre de votre profession. Par exemple, les biologistes de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires d'accomplissement de leurs tâches, ainsi que les conditions d'hygiène et de sécurité. Que les biologistes de santé publique bénéficient d'une protection spéciale à l'occasion et durant l'exercice de leurs fonctions. Que les biologistes de santé publique aussi sont astreints dans le cadre de la mission qui leur sont dévolues. Ça, c'est une notion, la notion de garde. Vous savez que tous les professionnels de la santé, tous les qui travaillent dans la santé, on est obligé d'assurer les services, de donner des soins d'une façon continue, pendant la nuit, pendant les week-ends, etc. Donc, les biologistes de santé publique, à l'image de leurs collègues d'autres structures, doivent aussi assurer la continuité des soins et sont appelés à assurer des gardes réglementaires. Le recrutement dans le corps des biologistes de santé publique, bon, voilà les spécialités. Les candidats qui ont des titres ou des diplômes dans la microbio, la parasitologie, la physiologie, génétique, biologie de reproduction, biologie cellulaire, la biochimie, la neurobiologie, la physiologie, pathologie, la gynécologie, tous ces diplômes-là. Il y a aussi dans le même article que d'autres diplômes peuvent être acceptés afin qu'ils exercent comme étant un biologiste de santé publique. Aussi, cet article-là, j'ai préféré de le mentionner parce qu'il est très important, qui justifie notre présence aujourd'hui avec vous, c'est la formation continue. Que tous les professionnels de la santé, médecins ou autres, chaque praticien de la santé publique, il a l'obligation d'assurer des formations, d'actualiser ses connaissances au fur et à mesure. Vous connaissez que la science médicale, d'une façon globale, d'une façon générale, c'est une science qui évolue du jour au lendemain. Donc, on ne peut pas soigner un malade à l'an 2021 avec des connaissances qu'on a acquises il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Ça ne veut pas dire que par rapport à d'autres disciplines, en dehors des sciences médicales, une fois qu'on a un diplôme, qu'on peut exercer avec toutes les connaissances qu'on a acquises pendant notre formation universitaire, dans la médecine, non. Parce que la médecine, elle évolue d'un jour au lendemain. Vous connaissez par exemple maintenant pendant cette pandémie de Covid, il y a vraiment un bouleversement des connaissances. Chaque jour, on a des recommandations à suivre dans le diagnostic, dans le suivi, dans le traitement, etc. C'est pour cela, il est une obligation et c'est l'employeur, bien sûr, qui doit assurer cette formation, qui doit faire ce perfectionnement et ce recyclage des connaissances au fur et à mesure du développement d'une façon périodique. Donc, l'actualisation de la formation, c'est une obligation pour tous les professionnels de la santé.
Dans votre statut aussi, il y a le corps du biologie, il est divisé en quatre degrés. C'est comme dans l'image aussi dans d'autres statuts, par exemple des psychologues, des sages-femmes, des paramédicaux, de laboratoire, etc. Il y a des grades de biologiste premier, deuxième, du principal et du bureau du chef de santé publique. Et là, même dans votre statut, il y a des articles qui partent sur la progression dans votre carrière et le passage d'un degré à un autre. Mais je prépare de vous définir ici les tâches. Qu'est-ce qu'on attend d'un biologiste de santé publique. Donc, le biologiste du premier degré de santé publique, il est chargé de quoi? Il est chargé d'effectuer, de lire et d'interpréter les analyses de biologie médicale et de participer au diagnostic. Il est appelé à valider les résultats des analyses transmises par les automates et faites manuellement, de participer aux visites d'hygiène hospitalière et des enquêtes d'épidémiologie au niveau des établissements de santé, de participer à l'encadrement et aux travaux de recherche dans leur domaine de compétences. Pour le deuxième degré, en plus les tâches pour le biologiste du premier degré, le biologiste du deuxième degré doit, en plus de procéder à des expertises, d'exploiter les résultats, de confectionner des supports de protocoles et de prélèvements, de veiller à l'application de mise en œuvre des actions relatives à l'assurance qualité des actes de biologie médicale, d'établir des procédures qui permettent la traçabilité de chaque acte de biologie ou d'analyse médicale. Concernant les biologistes principaux de santé publique, c'est le troisième degré, qui doit assurer les tâches des biologistes de premier et deuxième degré, mais en plus de ça, il doit assurer la toxicovigilance, l'infectiovigilance, l'hémovigilance, la réactovigilance et la biovigilance. Il doit aussi assurer les analyses biologiques nécessitant une autre qualification d'en assurer le contrôle, de participer à l'enseignement théorique et pratique, donc en plus il a une action des tâches pédagogiques, de veiller à la biosécurité et d'initier et de participer aux travaux de recherche dans leur domaine de compétences. Il doit s'ouvrir aussi la pédagogie et la recherche scientifique. Concernant le biologiste en chef de santé publique, c'est le grade, je pense, le plus élevé dans le statut, dans la fonction publique des biologistes de santé publique. Il doit programmer des activités de l'équipe de laboratoire, c'est-à-dire un chef de laboratoire. Il doit assurer le suivi et l'évaluation des activités, de contrôler la qualité et la sécurité des activités. Là, ce sont les tâches données à chaque groupe ou qualité de degré dans la progression dans votre profession. Après le statut, on va parler de certains, ce n'est pas des problèmes, mais certaines particularités spécifiques à la responsabilité médicale concernant le biologiste dans le travail du biologiste de santé publique. Même dans l'exécution des techniques de l'acte de biologie, constitue une faute et entraînera une réparation légale. Donc, si on est responsable d'une faute, d'une erreur médicale, donc on est obligé de réparer. On est fautif devant la justice, donc on doit réparer le dommage causé à cette personne-là. Par exemple, un prélèvement mal fait, ou suite à ce prélèvement-là, il y a des complications, il y a des dommages, il y a un préjudice. Donc, on doit quand même, le biologiste ou la personne qui a fait le prélèvement, il doit réparer les dommages causés par son acte-là. Et pour ce prélèvement-là, il y a une notion fondamentale dans la relation médicale, dans la relation du professionnel de la santé avec le malade, c'est l'information et le consentement. On doit toujours expliquer le geste médical qu'on va faire à ce malade-là, et on doit toujours demander l'acceptation, demander l'accord, demander le consentement du malade. Ça, c'est une notion de base. Si le malade, s'il y a une complication, un dommage subi, le malade prouve qu'il n'a pas reçu l'information nécessaire, qu'il n'a pas donné son accord, il y a un dégât qui s'est produit chez ce malade-là. Là, on dit que le professionnel de santé il a commis une erreur médicale, il a commis une faute médicale. Donc, l'information consentement, c'est une notion de base dans cette relation avec le malade. La conservation du prélèvement aussi, le biologiste est tenu à la conservation du prélèvement. S'il y a un défaut de conservation, tant qu'il y a aussi des erreurs, et là, il doit répondre à sa responsabilité, elle est engagée.
Donc, tous les échantillons biologiques doivent être conservés au réfrigérateur de 4 degrés. Là, ce n'est pas 40, c'est 4 degrés Celsius. En attendant leur envoi au laboratoire, ils ne doivent pas être congelés. Généralement, on ne congèle pas les prélèvements. Pour la réalisation de l'analyse proprement dite, donc aussi là, il y a des techniques, des recommandations. Pour chaque paramètre, il y a des techniques à faire, des techniques actualisées. Et là aussi, je note l'actualisation selon les techniques modernes. Et s'il y a une erreur, donc aussi, le biologiste doit répondre s'il y a une faute dans l'exécution de cette analyse-là. Et par définition, l'OMS définit c'est quoi une analyse médicale. C'est un acte médical aussi, l'analyse, qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évaluation du risque de survenue d'états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutique, à la détermination ou au suivi de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être humain. Donc, une analyse médicale, elle rentre dans un cadre de prise en charge globale médicale, soit pour le diagnostic, soit pour la prévention, soit pour le suivi d'une pathologie, soit d'un état physiologique, mais pas pathologique. Donc, elle joue un rôle primordial dans le suivi, dans la prise en charge médicale des malades. Pour l'interprétation des résultats et leur transmission à leurs demandeurs, on doit être aussi communiqué sous la forme des rapports d'analyse et sont expédiés aux demandeurs. Les analyses sont effectuées dans les délais suivants, généralement en urgence et retrait préventif 24 à 72 heures. Autre demande peut aller jusqu'à 10 jours ouvrables. Là, pour l'interprétation des résultats, lorsqu'on donne des résultats, bon, pour chaque laboratoire, généralement, il faut toujours avoir, dans les archives, avoir un deuxième exemplaire qui est nécessaire afin de, s'il y a une erreur dans l'écriture liée de l'interprétation, on peut revenir au premier résultat afin que pour chacun, c'est-à-dire il assure son travail pour ne pas voir sa responsabilité engagée, on peut garder. C'est comme si on met ça, par exemple, dans un arrêt de travail, on doit avoir quand même une copie dans notre dossier afin d'assurer une éventuelle, on peut répondre à une éventuelle confrontation avec exactement, avoir une traçabilité. Très bien, c'est ça le terme que je cherchais. Donc, après les résultats, l'interprétation des résultats et la transmission, il y a des dispositions d'ordre général. Ce sont des mesures d'hygiène, de sécurité concernant tout le personnel médical. Tout le personnel de la santé doit respecter ces mesures d'hygiène et de sécurité. Par exemple, le lavage des mains, le port de blouse, port des gants jetables, le raccaputionnage des aiguilles est interdit, l'évacuation de l'ensemble des déchets. Toutes ces mesures d'une façon d'hygiène, on est tenu, tout le monde, je le dis bien, tout le monde doit respecter ces conditions afin d'assurer une sécurité des soins. Ce n'est pas un malade qui vient pour se traiter pour une pathologie, va sortir avec une infection, avec une maladie, une autre complication, qu'on pouvait très bien, avec un simple geste de lavage des mains, on pouvait très bien l'éviter pour ce malade-là. Les personnes habilitées à effectuer le prélèvement, généralement selon la loi, ce sont les médecins, les pharmaciens biologistes, les infirmiers ou les infirmières, ainsi que les sages-femmes qui sont habilités à faire des prélèvements sanguins. Pour le matériel approprié, bien sûr, là, c'est la responsabilité du biologiste ou de l'infirmier qui effectue les prélèvements. C'est le matériel, on doit avoir le matériel approprié et adapté. Par exemple, les garottes, des antiseptiques, sièges, des tables gynécologiques, des aiguilles, des couvillons, coton, pansements, tubes, etc. Parce qu'avec ce travail-là, avec ce matériel-là, on est responsable. La personne qui travaille avec ce matériel, elle est responsable des objets qu'on va manipuler. Donc, la responsabilité médicale et l'obligation des soins, c'est la responsabilité des choses inanimées. Donc, je travaille avec un automate, je travaille avec un aiguille, avec des gants, etc. Si c'est ce matériel-là, c'est lui la cause qui va transmettre l'infection, par exemple, à la personne, là, on est responsable parce qu'on n'a pas pris les mesures de sécurité responsables nécessaires afin de désinfecter, par exemple, un aiguille, etc. Donc, le choix des réactifs aussi, l'appareillage utilisé et sa maintenance, le contrôle et la qualité de mise en œuvre, bon, le contrôle des automates, etc. On doit aussi être veillant afin d'avoir les réactifs les plus adaptés à notre analyse. Donc, conditions de préservation des réactifs, vérifier la date de péremption. Les personnes responsables n'est pas forcément le propriétaire de la chose qui a provoqué le dommage, mais celle qui en avait la garde, c'est-à-dire celle qui exerçait sur lui un pouvoir d'usage. Ça ne veut pas dire que vous travaillez sur un automate défectueux, que ce n'est pas votre responsabilité, c'est la responsabilité de l'hôpital.
là, c'est la personne qui travaille. Je travaille avec un échographe, avec un scanner. Ce scanner-là, il a eu un problème technique et a causé, par exemple, des brûlures à ce moment-là. Là, certes, ça peut être partagé, mais le médecin, le radiologue, le technicien, il doit veiller à ce que l'appareil ou l'outil qui travaille avec ne va pas causer des dommages au malade ou à la personne qui va subir ce prélèvement, qui va subir ce travail. Donc, s'il y a cette notion-là, donc l'obligation de sécurité des résultats. Donc, le malade, il a le droit, complètement, d'une façon globale, d'exiger une réparation de son dommage dès qu'une défaillance technique d'un appareil est prouvée. Donc, si le malade arrive à prouver qu'il y a un défaut de l'appareil, un réactif qui a été inadapté ou périmé, ainsi qu'un contrôle de qualité mal ou non effectué convenablement, le malade il a le droit de demander une réparation. Il faut que le malade prouve que cette défaillance-là, où elle est située où, au niveau du réactif, au niveau de l'appareil, etc., s'il y a un dommage causé par par ce défaut de l'appareil, il a entièrement le droit de demander une réparation, reconnaissance du préjudice, et bien sûr, et demander une réparation. Je conclus ma présentation en disant que la responsabilité médicale s'impose à tout praticien, à tout professionnel de la santé, qui est lui-même présumé en connaître les principes. Donc, on est présumé connaître les principes de cette responsabilité, que donc la formation continue, c'est un droit, c'est une obligation pour l'ensemble des professionnels de la santé, que la défaillance dans l'exécution technique de l'acte de biologie constitue une faute préjudiciable, qu'à côté de l'habituelle obligation de moyens, l'obligation des résultats de sécurité s'impose à tout praticien biologiste. Là, donc, je conclus et je passe la parole à M. Psaha, qui va vous parler d'une façon globale des notions de pratique, parce qu'il a côtoyé plus que moi les biologistes de santé publique. Il est au courant des problèmes posés et rencontrés par les biologistes de santé publique dans leur travail quotidien. Donc, je vous passe la parole, M. Psaha. Merci, professeur Doubali, vous avez tout dit. Hein. Là, je pense qu'on va donner la parole à l'assistance pour préciser un peu certaines notions qui m'ont mal compris. Donc, s'il y a des questions à poser, et à côté de tout ce droit médical, l'éthique médicale, la déontologie en font partie. Et bien entendu, la loi sur la santé de 2018 a prévu pour toutes les professions de santé, pour tous les professionnels de santé, comme il existe un code de déontologie médicale pour les médecins, les chirurgiens dentistes ou les médecins dentaires, comme on dit, et les pharmaciens, et il est prévu, bien sûr, vous connaissez chez nous l'application, les textes d'application des articles de loi qui existent, ils prennent du temps. On peut abroger la loi sans l'avoir déjà appliquée, comme on l'a fait pour la loi de 1985. Maintenant, donc, chaque association, chaque syndicat doit préparer dans son corps un code déontologie, parce que vous avez le droit à un code déontologie. Les biologistes ont droit à un code déontologie, et dans ce code déontologie, il va régler beaucoup de problèmes de relations entre le corps médical et les biologistes, entre les biologistes eux-mêmes, entre les biologistes, parce que le code déontologie regroupe tout le monde, les biologistes, qu'ils soient du secteur public, qu'ils soient du secteur privé. Donc, c'est le seul organe qui réunit tout ce corps des professionnels de la santé. C'est le seul organe, c'est le code de déontologie qui va fonctionner avec un conseil de l'ordre de déontologie qui va réunir, qui va servir à rapprocher les points de vue de tous les professionnels avant qu'ils arrivent au conflit. Et c'est préférable d'avoir ce code déontologie pour éviter d'aller tout le temps en justice. Avec un code déontologie et un conseil de l'ordre, ça permet, professeur Doubali vous a parlé tout à l'heure de différentes responsabilités, ça fait partie de la responsabilité disciplinaire. Grâce
à la création de ces codes déontologie, on pourra éviter beaucoup de problèmes qui existent entre les professionnels et l'administration ou les professionnels et la justice. Donc, on ne va pas encore vous retarder par notre discussion, par notre communication. Moi, je vous propose de nous demander de poser les questions sur certains points que vous avez certainement notés pour ouvrir le débat. Donc, la parole est à vous. Je vous êtes conviés à poser les questions qui vous intéressent. On n'a pas besoin de dire que maintenant, nous leur donne la parole pour écrire les questions. Vous pouvez parler ou écrire votre question. C'est plus rapide. تحبوا تكلموا مباشرة بالعربية بالرومية كيما سهل عليكم كيما سهل اطرحوا الأسئلة باش نعطيو لكم الحلول على حساب التجربة تاعنا وعلى حساب واش رانا نديرو في الميدان. مرحبا بكم. Parce qu'il pose des questions par. écrit كيما يحب. كيما يحب. On n'a pas maintenant quoi. Nous sommes avec l'informaticien de l'Institut, donc il est là pour nous aider à régler les problèmes techniques et une question. PH Salim Belkhassem. Il est situé où le PH Salim Salhi Belkhassem. Pour activer le. Donnez-nous la parole. Il faut le. Allez-y, posez des questions. Ça va, on va activer l'écran. Ils sont en train de nous demander, donnez-nous la parole. On nous demande. Voilà, arrêtez là. Voilà, nous demande de la parole. Est-ce que les bureaux. Là, il pose une question. Oui, on voit quelques questions que vous nous posez. Il y a une bonne question médico-légale concernant, par exemple, voilà, ça défile les questions, on n'arrive pas à les suivre. Par exemple, l'alcoolémie. Bien sûr, elle a une très grande responsabilité, celui qui évalue, dose l'alcoolémie. D'ailleurs, il la signe. Il signe, c'est lui qui a donné le taux. Il a l'une des principales responsabilités revient au biologiste qui a fait l'alcoolémie. Voilà, c'est important. Concernant le contrôle de qualité, c'est également une très bonne question parce que ça permet de diminuer le risque. Le professeur Doubali a parlé tout à l'heure de la responsabilité concernant la sécurité du malade et ça fait partie de la sécurité du malade. Il faut qu'il soit régulier, ce contrôle de qualité. Chez nous, il n'y a pas encore un organe indépendant, autonome, où il n'y en a pas du tout dans chaque hôpital ou dans chaque indépendant qui puisse évaluer les paramètres de qualité. Il y a chez nous un organe, l'Algérac, qui est un organe national de l'État qui s'occupe de tous les contrôles, surtout de l'appareillage, qui donne un peu. Mais concernant le contrôle de la qualité, ça doit être au niveau des professionnels de la santé.
Donc, n'importe qui peut être expert, il suffit d'avoir d'expérience et d'aimer ce métier pour participer à ce contrôle. Il y a une question concernant l'action de travail. Donc, il y a une question en cas d'un accident de travail, exposition à une tache de sang. Ça, c'est un accident qui est très fréquent dans les laboratoires, où tous les gens exposés à une tache de sang ou si on peut dire, un liquide biologique. D'accord. Il y a risque d'infection. Là, c'est un accident, on peut le considérer comme un accident de travail. Donc, il y a une procédure. Donc, il y a une déclaration d'un accident de travail. Là où vous travaillez la médecine de travail, on déclare. Et normalement, il y a certaines procédures. Bon, procédure administrative, c'est la déclaration d'accident de travail. Procédure, si on veut dire, médicale, etc. Faire un prélèvement, faire une sérologie pour ce liquide biologique afin de prévenir. C'est ça ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de coordination du ministère. Bon, on vous donne la parole, mais juste on va régler quelques techniques. Pas de nous. On attend qu'on nous ouvre. On nous donne la main afin qu'on vous puissiez parler directement. Concernant toujours l'accident de travail, c'est pas compliqué comme tous les accidents. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Dubali vous a dit qu'il faut aller au médecin du travail le déclarer, mais le dernier mot revient à la CNAS, la Caisse nationale d'assurance sociale. Cette caisse, elle a ses médecins conseils, soit ils vous reconnaissent cet accident de travail, si parfois il n'est pas reconnu dans beaucoup d'activités professionnelles, pas seulement en médecine, dans la santé. En cas où il n'est pas reconnu, vous avez le droit de recours, ils ont des recours au niveau de la wilaya. En cas encore au niveau de cette wilaya, votre accident ou vos séquelles ou les conséquences de l'accident ne sont pas reconnues, vous avez le droit d'aller en justice. Donc vous allez en justice, le juge va désigner des experts pour 2 missions. La première mission, c'est de dire est-ce que c'est un accident dû à l'activité professionnelle, s'il y a une relation. On nous a parlé tout à l'heure de relation de cause à effet. Et la deuxième, si c'est le cas, la deuxième mission, le juge va demander la réparation et va demander le taux d'invalidité pour réparer la victime. Et il vous donne une indemnisation, soit mensuelle jusqu'à guérison ou si c'est qu'elle jusqu'à la fin de votre vie. C'est une réparation. Il y a une question, j'ai remarqué une question qui dit est-ce que le rôle du biologiste est le prélèvement sanguin? Dans votre statut, le prélèvement sanguin, ce n'est pas une tâche spécifique pour le biologiste. Et justement, moi j'ai parlé avec des représentants de votre syndicat à travers les réseaux sociaux, parce que s'il y a une revue des statuts, moi j'ai conseillé, par exemple, au syndicat des biologistes de revendiquer, comme aujourd'hui, il y a une réforme des sciences médicales, des études médicales. Et dans cette réforme des études médicales, alors notre 3e année aux facultés de médecine, il y a un chapitre important concernant le paramédical. Je sais pas si vous il y a un chapitre important. Un médecin, il doit connaître toutes les étapes de l'activité de santé, même les activités paramédicales, même les prélèvements, même les injections, même comment faire le lit, tout, on doit tout connaître dans la profession. On ne va pas les connaître de façon approfondie, mais déjà ne pas être ignorant de ce que fait le paramédical. Et pour vous, moi j'ai suggéré, j'ai demandé à des amis de votre syndicat, quand ils vont rediscuter leur statut, d'évoquer l'activité paramédicale de soignant. Vous devez, dans la dernière conférence qu'on a fait à l'INSP, des biologistes ont réagi.
ils ont mal pris quand on leur a dit que le biologiste doit être capable de faire des prélèvements, de faire des perfusions, de faire des injections. Ils ont mal pris, ils ont dit ça c'est le travail de l'aide-soignant ou du paramédical. Mais allez, mais c'est bien de tout connaître. Demain, vous êtes dans un labo, public ou privé. Il n'y a pas l'infirmier. Vous n'allez rien faire. Vous allez dépendre de cet infirmier, dans le public ou dans le privé. Au moins que vous sachiez faire ce prélèvement. Un malade qui fait un état de choc devant vous, vous attendez pour faire de l'adrénaline, vous n'attendez pas un médecin ou un réanimateur ou un infirmier pour faire l'antidote. Vous devez savoir le faire. C'est très important, ça fait partie des connaissances. Voilà pourquoi les biologistes n'ont jamais eu de recyclage, des formations continues. Vous avez raison, la loi sur la santé exige un recyclage et ça fait partie, cette formation continue, ça fait partie. Ailleurs, dans certains pays, que ce soit en biologie, soit infirmier ou en médecine, le médecin qui ne participe pas à des congrès tous les 6 mois ou qui ne participe pas à la formation continue, au recyclage tous les 6 mois, eh bien la sécurité sociale va refuser de rembourser les ordonnances ou les prélèvements qu'il a fait, qui sont d'ailleurs chers, ne vont pas être remboursés. Donc, la formation continue et le recyclage sont effectivement obligatoires. C'est un devoir et c'est un droit à être recyclé, à être formé. Concernant le biologiste premier degré, il peut valider les résultats des analyses sérologiques sur ELISA sans avoir retourné au médecin biologiste dans une PTS ou BS. De prélèvement santé. Oui. Eh bien, oui. Selon leur tâche. Tu l'as lu le tâche tout à l'heure. Oui. Vous savez, il y a le statut, il y a d'abord la loi sur la santé, qui est générale, qui parle de vous, qui vous a intégré dans le domaine de la santé. C'est important pour trouver du travail. Ensuite, il y a le statut particulier. Un statut particulier où il est mentionné toutes vos tâches et vos obligations et vos devoirs. Et enfin, il y a le règlement intérieur. Il y a un règlement intérieur dans le département de biologie, dans le laboratoire, comme par exemple, en chirurgie, il n'y a pas assez d'infirmiers. Il s'est posé ce problème dernièrement au conseil scientifique de Minimsus, où le chef de service demande une protection, une couverture aux aides-soignants qui participent aux soins paramédicaux. Ils n'ont pas le droit de faire des perfusions, des transfusions, mais ils ont demandé qu'ils aient une couverture afin de pallier le manque de personnel qualifié. Alors là, c'est un règlement intérieur sous l'autorité du médecin chef de service ou de biologiste chef du laboratoire. Il est toléré d'autoriser certains exercices, certains résultats, mais il faut toujours demander un écrit. Il faut que ce soit affiché au laboratoire, porté à la connaissance de l'administration, du chef de service et du biologiste qui fait cette activité. Donc surtout, vous exigez à chaque étape un document qui soit affiché ou qui vous le transmette en main propre. Ça vous permet, parce que c'est important, la protection du biologiste. Il y a une question de Pierre Chipasa qui dit: est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur les actes qui causent une sanction aux biologistes? C'est ça, tous les problèmes pour chaque professionnel de la santé, biologiste ou autre. Dans ce travail, il y a le risque d'être sanctionné. On fait un acte et suite à cet acte-là, on peut voir notre responsabilité engagée. Titre d'exemple, l'exemple le plus simple, vous travaillez dans un laboratoire, il y a cette notion de secret médical, de secret professionnel. Donc, on est tenu à garder secret professionnel. Supposons, par exemple, vous travaillez dans un laboratoire, c'est pas vous, et vous voyez qu'il y a une célébrité, je donne l'exemple le plus simple, un joueur de foot célèbre qui se présente dans votre laboratoire pour faire un prélèvement. Vous faites une sérologie,
Par exemple, sérologie AIN, dans l'exemple, sérologie HIV, SIDA, et vous voyez que c'est positif. Et vous faites sortir cette information au public, soit d'une façon volontaire, soit d'une façon involontaire. Vous n'avez pas pris les mesures afin que les résultats soient cachés ou dans un secret. Par exemple, vous donnez le prélèvement dans une enveloppe fermée. Donc, ces mesures-là de sécurité, à l'intéressé, vous le donnez à un intermédiaire. Là, même si ça, vous avez causé une violation du secret médical, même si vous n'avez pas l'intention, vous n'êtes pas volontaire, vous l'avez fait d'une façon involontaire. Vous n'avez pas pris toutes les mesures nécessaires de sécurité. Là, c'est un acte qui engage votre responsabilité sur le cadre pénal. Vous pouvez même être sanctionné sur la loi pénale, même faire de la prison parce qu'on n'a pas respecté, pris une mesure de sécurité avant de sécuriser cette information-là. Ça, parmi les actes. Vous ne contrôlez pas un réactif. Et suite à ce réactif-là, il y a un résultat, c'est pas qui est positif, alors qu'en réalité, il est négatif. Et suite de ça, un médecin qui donne une thérapie, un médicament, suite à un résultat, et ce résultat, il est faussé parce qu'il y a un réactif qui a été périmé, etc. Là, c'est un acte aussi qui peut engager votre responsabilité. Donc, les actes, il y a plusieurs actes. Une petite erreur que vous pouvez voir que c'est une erreur banale. Les conséquences, selon les conséquences, peuvent être dramatiques. On peut même, on a vu quand même, même un décès des malades suite à une erreur d'un réactif, à une erreur de noter, même noter des résultats. Au lieu de noter les résultats d'un malade, plusieurs malades, on note le résultat d'un malade à la base d'un autre malade et vice-versa. Donc, les actes sont vraiment… Oui, en biologie, c'est l'une des spécialités où l'obligation de résultat est la plus importante. Parce qu'en médecine, dans la santé de façon générale, dans la responsabilité, il y a ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. C'est-à-dire, il y a, on dit, on n'a pas les moyens, je n'ai pas l'infirmier qui m'aide, je n'ai pas les médicaments, je n'ai pas l'équipement nécessaire. Ce n'est pas une science exacte, la médecine. Mais on vous demande d'avoir les moyens pour faire cette activité. Mais dans la biologie, par exemple, l'anesthésie aussi, c'est une obligation, pas de moyens, de résultats. Vous ne pouvez pas donner un prélèvement de sang, isogroupe, vous ne pouvez pas donner à un malade qui l'a fait un résultat autre que celui qui est le sien. Vous ne pouvez pas dire il est au positif ou au négatif. Vous pouvez pas, il n'y a pas de doute dans les analyses médicales. C'est mathématique et vous devez donner les vrais résultats. C'est très important. Donc, vous êtes responsable, normalement, dans chaque appareil, quand il y a un laborantin, un biologiste qui travaille, on inclut son nom pour la traçabilité, pour identifier qui a fait ce prélèvement. Et vous devez le signer ou bien le contresigner par le chef de service. Vos camarades demandent, je n'ai pas compris, vous savez, on ne connaît pas tout, hein. On connaît notre domaine, le droit médical concernant la spécialité, mais il y a des activités qu'on ne connaît pas. Par exemple, ce que vous avez signé, le SCTMR. SCTMR. Moi, je n'ai pas compris. Vous pouvez nous dire seulement qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes initié, ce n'est pas notre cas, pour vous répondre à cette question. Concernant la formation à l'étranger, bien sûr, c'est un droit. Quand il y a des formations à l'étranger, les bourses, ils ne disent pas, voilà les bourses pour les paramédicaux, pour les anesthésistes, pour les médecins, pour le médecin légiste, pour le chirurgien, pour le cardiologue. Non, c'est des bourses qui sont données à la santé. Oui, SCTMR, c'est quoi? Si vous pouvez écrire complètement on n'a pas compris les initiales. Oui, justement. Donc les bourses, c'est ça. Abréviation. Donc, les bourses, bien sûr, vous avez le droit, la loi sur la santé, aussi bien que votre statut, vous autorise à bénéficier. Mais vous savez, il y a des revendications à faire à travers le service de contrôle du bureau. Ah ben, d'accord. Merci. Merci pour la précision. Pneumophysiologie. Voilà, service de pneumophysiologie. Service du contrôle tubérien, merci pour la précision. Donc, pour les bourses, c'est à vous de demander votre quota. Vous avez un syndicat
Vous avez une société savante, donc vous avez 2 organes déjà, c'est très bien. Et je suis au courant qu'ils sont en train de, votre corps sont en train de bien s'organiser. Je suis au courant, je suis informé même, vous pouvez regarder les réseaux sociaux, et ils sont en train de s'organiser convenablement. Vous pouvez avoir donc droit à un quota de ces bourses à l'étranger ou des bourses ou des stages. Ça s'appelle stage de courte durée ou stage de longue durée. Tous les congrès qu'il y a à l'étranger, vous pouvez participer. Vous devez vous inscrire, vous avez une petite bourse ou une allocation de l'hôpital. C'est interne, ça se passe dans l'hôpital. Ça ne se passe pas obligatoirement au ministère de la Santé. C'est dans votre hôpital, vous avez le droit à un congé, ça s'appelle congé scientifique, comme pour les médecins. Vous avez droit à un stage. Vous n'avez qu'à le demander avec l'accord de votre chef de service pour voir l'opportunité de ce stage et vous faites la demande. C'est un droit constitutionnel, on peut même dire, puisque tout le monde en a droit. C'est bien la question, biologie et anapath. Mais je n'ai pas compris la question. C'est très important, la biologie dans les services d'anapath. Seulement, les anatomopathologistes nous diront quelle est votre part d'activité. Est-ce qu'un biologiste a le droit de faire un prélèvement? C'est une question qui se répète. Eh bien, c'est ce qu'on vous a dit. C'est pour ça qu'on vous dit, moi je suis pour revendiquer ça. Il faut avoir ce droit de faire un prélèvement. C'est une activité. Demain, vous êtes seul au labo, vous n'allez pas attendre midi pour dire ah, mais je l'infirmier, ah, mais je le soignant, ah, mais je le préleveur, pour faire un prélèvement, alors que vous êtes l'élément principal dans ce laboratoire et vous allez dépendre de quelqu'un. C'est dommage. Il faut que vous revendiquez le droit, non seulement à ce prélèvement, mais le droit aussi à faire des injections. Vous voyez les pharmacies d'officine, ils font même le vaccin. C'est très bien. Maintenant, ils peuvent faire le vaccin. ماشي غير يبيعوا الدواء ويبيع le vaccin antigrippal. Mais dans leur officine, ils font le vaccin. C'est une activité. Vous rendez des services aux malades, aux citoyens. Et ça vous permet d'élargir votre secteur d'activité aussi. Donc, c'est une très bonne chose que vous revendiquez le droit. ماشي عيب parce que la pose la question ماشي خدمتي. C'est pas bien de dire ça. Un tabib, on dit le prélèvement, on dit l'injection, on dit je fais tout, je ne tends pas quelqu'un pour me faire le vaccin. Pas, je me le fais. Moi, il faut tout faire. Bon, vous avez des parents, vous allez les transporter jusqu'à l'hôpital ou au laboratoire pour que quelqu'un leur fasse un prélèvement. Alors que de la famille, ou les bentums biologistes. Vous le faites à la maison, vous le prélevez en classe. Mais vous avez dit en France, au Canada, en Belgique, en Suisse, là, on vous donne des références des pays où francophones, où on a des textes, on a les lois, il les fait obligation et ils sont contents. Vous aussi. Maintenant, aujourd'hui, les sages-femmes, qu'entre elle est là pour accoucher. Point. Maintenant, la sage-femme a droit même à l'échographie. Elle a un échographe, elle n'a pas besoin d'attendre le gynécologue, on gagne du temps. C'est très important. Avant même le gastro-entérologue, on lui interdit de faire la radio, de lire les radios, de faire l'échographie. Aujourd'hui, il le fait, on apprend. Donc, il faut apprendre et utiliser tous les moyens modernes pour développer ses connaissances et rendre service aux malades et à la santé publique. Donc, pour vous, c'est très bien que vous faites une prime de contagion pour le j'ai fixé pour que le service travail ou la prime de contagion, à ma connaissance, elle est donnée à tout le monde, mais seulement elle est régressive. Il y a des services à risque plus importants que d'autres. Il y en a qui travaillent à l'autopsie, qui travaillent à la morgue, qui travaillent sur des corps, on ne connaît même pas s'ils sont infectés ou non, si on a un sida ou un tuberculose, mais les belnèches, parce qu'on n'a pas, c'est des morts. Alors que chez les vivants, au bloc opératoire réanimateur, ils leur font un prélèvement avant de les soigner. Et pourtant, ils sont classés avant nous pour la prime. Donc, c'est une question de classement. Mais vous avez le droit à cette prime. Maintenant, vous pouvez dire on est plus exposé
que les autres, vous avez raison. S'il s'agit de revendiquer, il s'agit d'argumenter, de dire voilà pourquoi je mérite ce statut ou je mérite plus que d'autres. C'est tout. Et si vous arrivez à convaincre les autorités, eh bien, c'est votre droit. Je répète, il revient toujours sur la question du prélèvement. Pour être clair, dans la loi, dans le statut, ce n'est pas une tâche pour les biologistes. Mais il faut la revendiquer. Il faut la revendiquer. Il faut la revendiquer. Et il faut le faire, ça permet d'élargir votre champ d'activité, votre champ d'action. Et vous rendre service à la santé publique et aux citoyens. C'est très bien. En cas d'accident, oui, en cas d'accident, vous n'êtes pas couvert. Si vous faites ce prélèvement-là, il y a un incident qui s'est produit. Suite à ce prélèvement, oui, normalement. Voilà, il y a une autre question. Quand il y a un conflit entre un biologiste et un laboratoire, vous savez, les laboratoires, moi j'ai lu dans votre article, ils sont intégrés, hein, parce que biologiste, c'est très large maintenant. Il y a plusieurs catégories de biologistes. J'ai lu que, voilà, il y a un article qui dit à titre transitoire et pendant une durée de 5 années, donc je pense que depuis qu'il a été promulgué ce statut, ils sont dépassés les 5 années, l'ancienneté exigée donc pour la promotion de grade ou la nomination dans un poste supérieur, les fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant au grade des filières laboratoire et maintenance, branche laboratoire précédemment créée, et apprécier cumulativement le titre de grade d'origine et du grade d'intégration. Donc, il n'y a plus cette dichotomie laborantin, biologiste. Laborantin, ce n'est pas dérisoire ni péjoratif. Le biologiste est un laborantin spécialisé. On est comme un professeur est un praticien. Le praticien, ce n'est pas réservé aux médecins généralistes. C'est médecine, c'est réservé aux généralistes jusqu'à professeur chef de service. On est tous des praticiens. Et vous, quand on dit laborantin, ce n'est pas péjoratif. Laborantin, c'est important. C'est quelqu'un qui travaille au labo et c'était quelqu'un qui a un niveau. Et donc, laborantin ou biologiste, c'est pareil. Ils les ont intégrés dans le statut de biologiste. Il parle aussi, pardon. Dans votre statut, il y a l'article numéro 21 qui passe sur les tâches du laboratoire de santé publique. Avant, pardon. C'est l'article 20, qui est le corps des attachés de laboratoire de santé publique comprennent un grade unique, le grade d'attaché de laboratoire de santé publique. Et voilà leur tâche. Donc, il n'y a pas plusieurs catégories. Il y a un seul l'attaché du laboratoire, il y a aussi des tâches bien définies dans votre statut. Par exemple, les attachés de laboratoire de santé publique sont chargés notamment d'effectuer des analyses de biologie médicale dans les différentes spécialités, d'appliquer les protocoles établis par l'acheminement et le traitement des produits chimiques et biologiques conformément à la législation en vigueur. Donc, je ne vois pas la différence dans l'activité. Donc, peut-être moins de tâches, mais ils ont aussi des tâches à effectuer qui sont bien définies dans votre statut. Donc, je vous invite deuxième fois de télécharger le statut de santé publique, là où ils expliquent toutes les tâches concernant votre activité, votre profession. Si, pour la question concernant le chef rayon, il y a des chefs de laboratoire, c'est ça. Il y a dans votre statut, ça a été aussi défini premier degré, deuxième degré, biologiste principal et biologiste chef. Donc, le biologiste chef, c'est lui qui est, normalement, on peut dire, le responsable du laboratoire, qui doit organiser le travail, l'acheminement, le travail d'équipe dans un laboratoire, avec des tâches bien définies. Bon, je lis cette question, c'est pour les biologistes qui font le FCU, qui a un grand risque suite à xylène et de réactifs cancérigènes. Je pense qu'il doit nous donner un congé supplémentaire d'intoxication. D'exposition au risque, ça, c'est ça, c'est le risque. Vous avez le droit de le revendiquer. Il s'agit de le revendiquer. Est-ce que quelqu'un l'a demandé? Donc, c'est bien de le demander et de l'argumenter, de donner les arguments et les raisons pourquoi vous le demandez. De toute façon, les attachés de laboratoire, comme on les appelle ici, de santé publique,
et le corps des biologistes de santé publique font partie de la nomenclature générale des biologistes de santé publique. Donc, il y a deux catégories et chacun, il a ses tâches et ses responsabilités. C'est pas, il n'y a pas de, il n'est pas précisé comment dire, pour la hiérarchie, de hiérarchisation. C'est ça pour le Voilà. premier degré, deuxième degré, principal. C'est dans les biologistes. Mais les attachés de laboratoire, il y a une seule catégorie, c'est les attachés de laboratoire de santé publique. Et leurs missions, elles sont très claires. Je peux préciser, bon, moi, je rajoute pour le congé spécial parce qu'il y a un risque supplémentaire d'intoxication. Vous savez qu'en médecine, il y a certains spécialistes qui sont exposés plus que les autres. Et là, comme il a dit M. Psar, vous avez un syndicat, vous avez la chance d'avoir une société savante, c'est eux normalement qui doivent transformer et revendiquer ces informations au niveau de la tutelle, au niveau du ministère, afin d'avoir ces droits-là. Est-ce que le devoir d'un biologiste de suivre une formation dehors de sa spécialité? Alors voilà, le problème, c'est qu'on est ouvert à tout. Vous pouvez vous former dans tous les domaines, il ne faut pas rester enfermé dans un laboratoire, dans votre matériel, équipement de travail. Vous pouvez vous former dans tous les domaines, vous pouvez élargir vos connaissances, bien entendu, et ça viendra avec le travail. Avec le travail, avec l'activité sur le terrain, vous allez découvrir que vous avez d'autres potentialités pour faire autre chose. Nous, médecins légistes, on ne fait pas que l'autopsie. On fait beaucoup d'autres choses. La réparation des dommages, accidents de travail, accidents de circulation, coups et blessures, les expertises, on fait des expertises, on fait des stages d'anapathe. Donc, on n'est pas enfermé dans la morgue. On fait tout, beaucoup d'activités. Donc, c'est à vous de chercher les différentes activités que vous pouvez maîtriser. Et vous pouvez le faire. J'ai vu une question concernant qui peut faire le prélèvement jugulaire. Qui doit faire? Et on a dit tout à l'heure que si c'est votre compétence, vous avez une compétence, vous le faites. Le temps que vous n'avez pas cette compétence, vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai dit, les autorités sont en train de revoir. Le statut, c'est un premier gain pour les biologistes. Avant, mais ça, je dans le cas, ils sont reconnus, ils sont intégrés dans la santé publique. C'est à eux de fixer les normes, les règles, d'améliorer leur statut. On ne peut pas, dans un seul statut, avoir tout. Donc, c'est une occasion, puisqu'ils sont en train de discuter les statuts, c'est une occasion de mettre tout ce que vous êtes en train de revendiquer raisonnablement dans vos prérogatives. C'est très bien. Un malade a déposé plainte contre moi qu'elle a fait un prélèvement et ce malade, il avait sur son compte. Mais je n'ai pas bien compris. C'est ça, pour le PSPRISAN, est-ce que vous pouvez nous préciser sur elle avait mal. Très bien, très bien. Maintenant, ce malade doit. Comment il sait que vous êtes biologiste ou infirmier? On a la même blouse. Donc, si le biologiste est compétent, il fera ce prélèvement. Et maintenant, il a mal au coude. Eh bien, c'est un acte où on peut avoir différentes sensibilités. C'est une douleur transitoire qui va disparaître. Tant qu'il n'y a pas de séquelles, c'est-à-dire des séquelles, c'est-à-dire des conséquences graves pour sa santé, il devient handicapé, il devient paralysé, ou il peut décéder. Il y a des cas où on fait une injection subcutanée, il fait un réflexe vagal, il décède sur le coup. C'est des accidents prévus dans la santé. On n'est pas à l'abri d'incidents. C'est, comment dire, c'est les aléas. On dit en justice, c'est les aléas du traitement. C'est-à-dire, il n'y a pas de risque zéro. Au bloc, on a fait tout le bilan opératoire, préopératoire, et là, il a subi l'examen de pré-anesthésie, etc. Et pourtant, personne ne peut garantir, quand un malade rentre au bloc et les sous anesthésie générale, personne ne peut garantir à 100% qu'il va se réveiller. Donc, c'est les accidents
de la santé publique qu'on peut avoir, parce qu'on a dit tout à l'heure, ce n'est pas une science exacte. On est dans un métier où il y a des risques pour le malade et pour soi-même. Donc, par conséquent, on accepte ces risques et on les répare, on les dédommage. Le malade qui a mal au coude, au bras, il peut se plaindre, mais si la douleur est passagère, il n'y a pas de séquelles, le problème est résolu. C'est dit, il n'a pas eu de séquelles, et lui, il a dit que vous faire ce cas. Eh bien, ça c'est logique, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pas votre tâche. Maintenant, pourquoi je dis qu'il faut le réclamer pour que ça soit dans le statut. Même dans la formation aussi. Dans votre formation, dans le statut, parce qu'il ne s'agit pas de dire il a le droit de faire, il faut qu'il soit formé, qu'il ait une attestation de formation. Un. Deux, il faut également que le chef de service autorise cette activité avec l'accord de l'administration. Il fait un affichage que c'est toléré les prélèvements. Ça, c'est ça la couverture. Mais sinon, ce n'est pas dans les statuts, et c'est normal. Avant, il y a eu beaucoup d'affaires de justice, nous on a vu concernant par exemple l'urologue qui fait l'urographie intraveineuse avec injection, et parfois il a des incidents, il y a des allergies, il y a des décès. Et qu'est-ce qu'il demande le juge quand on va à l'audience? Ils lui disent qu'il y a le droit avec l'iode. Est-ce que on lui dit oui, dans leur cursus, on a les diplômes, on a les choses, l'ordonnance, c'est pas écrit, il fait la radio de l'UIV. Nous on lui a dit, il est compétent, il a fait qaraha. Donc parfois on a recours même au cursus des études. Est-ce que qaraha, est-ce qu'il a le droit? Le problème, il se pose quand il y a un incident. Tant qu'il n'y a pas d'incident, mais c'est bien de le faire dans votre cursus des études. Responsabilité des biologistes dans les analyses d'eau, il a la même responsabilité. Il a la même responsabilité dans tous les autres prélèvements. Mis à part les plis du coude, on peut-on prélever si on a face à un sujet au veine difficile? Eh bien, c'est vous qui appréciez où vous pouvez faire ce prélèvement. C'est à vous de. Vous êtes les experts, vous êtes les responsables de l'art de ce métier. Il faut rendre votre métier comme un art, comme la médecine, c'est un art. À vous de découvrir comment faire. Maintenant, si tu es malade, comment les veines très difficiles, là, on est obligé de faire un cathéter. Parfois, on va dénuder quand il est dans le coma. On appelle le médecin réanimateur. Il est habilité à dénuder. C'est un petit acte chirurgical. Ça dépend des difficultés. Il y a des cas où aides-soignants, infirmiers, facilement ils font les injections, ils font les prélèvements. Il y a des cas qui se compliquent, mais là, on demande d'autres compétences, il faut s'entraider. Au cours de la formation paramédicale, on fait des vaccins, HBS, HMI et tout, mais les biologistes, on ne les fait pas. Vous trouvez ça normal? Non, ce n'est pas normal. Il faut se vacciner. C'est obligatoire. Dans le statut, c'est écrit. C'est écrit. Non, vous êtes obligé. Ce n'est pas seulement c'est un droit. Vous êtes obligé de vous faire vacciner. Le malade, il a le droit de dire au médecin, au chirurgien, au biologiste, à l'infirmier, est-ce que le vaccin t'a l'hépatite ou même t'a le sida? Sinon, il y a eu des problèmes de responsabilité à l'étranger. Parce que le médecin demande les analyses HIV. Les analyses. Le médecin, il a le droit de se protéger, mais il a l'obligation de protéger le malade. Comme aux administrations de très bien. Et c'est très juste ce que vous dites là, le PhD vous dites que tout est clair dans le journal officiel, dans la loi sur la santé, dans le journal, dans votre statut. Le problème, vous êtes marginalisé. Le problème, ce n'est pas appliqué, c'est vrai. C'est le problème. Comme un biologiste travaille côte à côte à la boîte, c'est le problème. Mais ce n'est pas normal. Bien sûr que ce n'est pas normal. Vous avez le droit
à cette prime. Il faut la demander. Vous êtes en train, moi je crois que le corps des biologistes est en train de se construire. Vous êtes au début, donc vous devez, vous devez enquêter, vous devez chercher à comprendre ce que les droits qu'ils ont les uns les autres, et vous les rajoutez dans votre statut. Vous avez le droit. Et on n'a pas le droit de marginaliser une profession utile. Comme vous, universitaire, vous avez des droits et vous avez raison de les demander. Hein? Ils touchent la prime, mais ce n'est pas le même degré qu'un laboratoire. C'est le deuxième degré. Ce qu'on vous avait expliqué. C'est légal aussi. Et on a le même problème, nous. Oui, et que voulez-vous, l'administration? C'est elle qui a le dernier mot. Nous, médecins légistes, on a le même problème. Mais ce n'est pas nous qui faisons les lois. Nous, on subit les lois. Vous aussi, vous subissez. Il faut sensibiliser l'administration. Les administrateurs qui font les lois ou qui les appliquent, ils ne connaissent pas le terrain. C'est à nous d'aller les sensibiliser. C'est à nous de... Je ne vous dis pas qu'il faut aller faire un sitting ou une grève pour que nous écoutent, mais il faut parler. L'information, il faut transmettre, il faut transmettre l'information à l'administration. Il y en a qui ignorent, ils ne sont pas au courant. Les administratifs, ils ne sont pas toujours au courant de tous nos problèmes. C'est la tâche d'un biologiste. Vous voulez dire l'acte transfusionnel, c'est l'acte transfusionnel. Ce n'est pas l'acte, c'est pas une tâche du biologiste. Et s'il y a un accident transfusionnel, il en est responsable. Moi, je n'ai pas vu qu'il fait la transfusion. C'est ça. Dans votre statut, il ne parle pas de la transfusion. Et vous êtes responsable d'un accident, bien sûr que vous êtes. C'est pour l'actuel mouvement des anesthésistes, des techniciens anesthésistes, ou bien des auxiliaires médicaux en anesthésie, ou des infirmiers, vous les appelez comme vous voulez. Ces anesthésistes, ils ont un technicien, ils ont le même cursus que vous, le même nombre d'années universitaires, avec le bac, etc. Mais ils n'ont pas beaucoup de droits avec les médecins anesthésistes et ils se retrouvent dans des problèmes. Donc, ils sont en train, aujourd'hui, ils sont en train de revendiquer un autre statut. D'ailleurs, ils ont réussi à attirer l'attention des autorités. Ils allaient faire une grève et l'ont suspendu pour discuter justement ces détails de l'anesthésie sur le repos post-garde et sur la présence des médecins réanimateurs quand ils vont faire l'anesthésie. Puisque vous ne me donnez pas la responsabilité ni le salaire que mérite quelqu'un de mon niveau. Alors, je continue à travailler sur la responsabilité d'un médecin anesthésiste. Eh bien, je n'endors pas le malade si le chirurgien me le demande, sauf s'il y a la présence d'un médecin anesthésiste. Maintenant, vous me dites que ce n'est pas la même prime, effectivement, qui touche quand il est aux urgences, quand il est au service de réanimation, quand il est au bloc opératoire, c'est normal. Ce n'est pas la même pénibilité qu'on a dans un service de dermato, dans un service de médecine interne, dans un service de réanimation ou de chirurgie. Ce n'est pas la même, les urgences, ce n'est pas la même pénibilité. J'ai pas mal de talents avec là, mais ils disent que ça fait partie de leur tâche. Qu'est-ce qu'il y a la validation des résultats, et nous éclairer concernant la responsabilité d'un biologiste vis-à-vis de la validation des résultats, malgré que la loi est claire, mais les pharmaciens disent que ça fait partie de leur tâche, malgré que tout est clair dans le journal officiel. Par exemple, moi, je connais des biologistes qui le font. Alors, est-ce que c'est leur prérogative de faire un vaccin de pharmacien? Non. Eh bien, ils le font. C'est une question de faire des arrêtés, des décisions, des circulaires. Là, la question que vous posez, la gestion des déchets liquides, je pense que c'est très clair. On n'a pas sur nous les circulaires concernant non seulement la formation de tout le personnel, médical et paramédical et autres de la santé concernant la gestion des déchets, et qu'il y a des textes et qu'il y a des conteneurs ou des sachets, c'est selon le déchet où on doit mettre. Là, c'est de la responsabilité de l'administration et du chef de service. Moi, je vous conseille, si vous êtes dans un hôpital, il y a le CEMEP,
le service d'épidémiologie de médecine préventive, à lui, vous leur demandez, d'ailleurs, il y a même le CNE, le comité concernant les infections nosocomiales. Moi, je vous dis, j'étais au ministère de la Santé, je faisais des inspections. Un seul hôpital qui a ce comité contre les infections nosocomiales. Un seul. Et ce comité, il a un registre, il a fait une seule réunion, le jour de son installation. Donc, il y a beaucoup de choses à faire encore. Je pense qu'il y a un circuit bien défini pour les déchets. Oui, il y a, mais l'application, elle parle de l'application, effectivement. Il faut un suivi. Il y a le service d'épidémiologie, il y a le CNA, le comité de lutte contre les infections nosocomiales, qui doit normalement fonctionner. Alors, je défie un hôpital d'Algérie qui a ce comité qui fonctionne et qui c'est. C'est ça le problème chez nous. Chez nous, le biologiste doit faire la garde de nuit. Il y a maintenant des prélèvements de nuit, et il l'a fait, oui. Il a une prime de garde et il a la récupération. Moi, je pense que je le dirais même à vos camarades du syndicat, parce que je suis en contact avec eux, ils prennent les statuts des autres, des médecins, anesthésistes, sages-femmes, et ils voient qu'est-ce qu'ils ont comme bénéfice et que vous n'avez pas. Donc, ils peuvent les rajouter. C'est une occasion ou jamais de les rajouter. Effectivement. On regarde, où est-ce qu'on peut trouver le code déontologique? Eh bien, il existe le code déontologie de médecin, il existe dans le journal officiel du mois de juillet 1992. Le journal, vous pouvez l'écrire, journal officiel numéro 52 de juillet 1992. Journal, c'est le code déontologie des médecins. À partir de ce code, vous pouvez construire un code déontologie pour les biologistes, pour les psychologues, pour les sages-femmes, pour les infirmiers. Chacun a droit à un code déontologie. C'est dans la loi sur la santé. Donc, vous avez le droit d'avoir un code déontologie. Il faut le demander. C'est-à-dire, je vais vous expliquer, ni les directeurs d'hôpital, ni le directeur de ministère, ni le ministre, ni le gouvernement ne vont penser à vous. Ils doivent penser à toute l'Algérie, pas seulement à vous. Donc, c'est à vous de les interpeller, de leur faire toucher du doigt des spécificités de votre métier. Les gens ne connaissent pas votre métier. Ni le ministre, ni le directeur d'hôpital, il y a un frère qui dit les résultats des analyses. Les gens ne connaissent pas. C'est à vous de vulgariser. C'est à vous de sensibiliser les autorités pour reconnaître que votre métier est important, que le statut doit être amélioré. Moi, je vous le répète, votre syndicat, je suis au courant qu'il est en train de travailler. Il est en train d'installer des sections syndicales un peu partout. Et il est en train de penser à tous ces problèmes. Regardez sur Facebook, les réseaux sociaux, ils sont en train de parler. Vous pouvez leur suggérer encore des remarques, etc., pour valoriser votre métier. Personne ne vous donnera un statut important si vous ne vous donnez pas un statut. Bon. On parle d'attaché de laboratoire de santé publique. On ne parle pas de laborantin. Pourquoi? Il est supérieur parce que le statut, vous suivez une filière universitaire où le statut de laborantin est transitoire. Il doit être intégré. D'ailleurs, moi, je vous l'ai dit et vous pouvez le relire à l'article. Voilà, je vais vous dire qu'est-ce qu'elle dit la loi, si vous l'avez pas sous vos yeux. Les fonctionnaires appartenant au corps et grade appartenant à la filière laboratoire et maintenance, branche laboratoire, susvisés en activité dans l'administration chargée de santé, peuvent être intégrés, titularisés et reclassés sur leur demande dans le corps et grade correspondant par le présent statut. Les laboratoires, ils sont reconvertis dans un autre grade
qui s'appelle, donc qui s'appelle les attachés, le corps des attachés de laboratoire de santé publique. Et chacun son grade, chacun son statut. Il n'y a pas de supérieur ni d'inférieur. Chacun ce que lui prévoit la loi. Oui, la question est très importante de dire est-ce qu'on peut distribuer, est-ce qu'on peut donner le sang total en cas d'urgence vitale pour un sérologie test rapide. Moi, je vous réponds, ils vous appellent en justice, ou là, il a raison. Parce que quand il y a une urgence vitale, on ne peut pas attendre de contrôler ce sang. Le temps de le contrôler, il est déjà décédé. Donc, la priorité de lutter contre la mort, elle prime sur la loi. Donc, par conséquent, vous avez raison de le transfuser en urgence, sinon, vous l'avez dit, urgence vitale. Vous avez raison de le faire avec un sérologie test rapide. Oui, il faut le faire. Parce que sinon, c'est la non-assistance à personne en danger. Ça devient pénal. C'est bien de le faire, oui. Ce n'est pas une question, mais juste une remarque qui va s'imposer. Oui, bien sûr, il faut informer les autorités de votre statut, des problèmes que vous rencontrez et discuter entre vous afin de faire le diagnostic des points que vous voyez que c'est pas, que vous êtes lésé dans ces points-là. Il faut juste informer et lutter afin d'améliorer. Bien sûr, je pense que même actuellement, le ministère de la Santé sont en train de faire des rencontres avec les différents syndicats des professionnels de la santé afin d'améliorer, de revoir et d'actualiser le statut. Donc, c'est à vous de signaler les points que vous pensez que c'est négatif afin de faire des propositions. Votre parcours, notre question. Parce qu'ils ont même activité comme les paramédicaux, ils ont même droit, par exemple, la garde et prélèvement. Pour la garde, c'est bien décrit dans votre statut que tous les professionnels de la santé, vous avez le droit, vous êtes quand même obligé. On travaille dans un hôpital de santé publique, donc vous êtes obligé d'assurer des gardes. C'est dans les obligations. Pour les prélèvements, ça se répète dans le statut, vous n'avez pas le droit d'effectuer un prélèvement. Mais vu votre travail quotidien dans le laboratoire vis-à-vis des malades, vous êtes appelé à assurer ces prélèvements-là. Mais avant, dans vos revendications, vous revendiquez que, premièrement, dans votre formation, vous allez assurer une formation théorique et pratique concernant ces prélèvements-là. Après, dans les tâches, bien sûr, inscrire cette tâche de faire les prélèvements dans les tâches spéciales attribuées aux biologistes. Je précise, bon, j'ai lu quelque part là, une question que M. Psari a répondu sur le prélèvement sur les veines jugulaires. Pour les veines jugulaires, ça c'est les voies centrales, mais pour les paramédicaux, je pense pour les voies centrales, la fémorale, tout ça, c'est le médecin anesthésiste qui est habilité. C'est difficile. Déjà, c'est difficile. Déjà, c'est pas vraiment, c'est une voie centrale, c'est un peu compliqué et c'est pas facile à la réaliser. Donc, je pense même pour les paramédicaux, c'est pas facile pour tous les paramédicaux. Moi, je vais vous dire, votre parcours, il ressemble un peu à celui des psychologues. Au départ, il y a 20 ans, les psychologues ne sont pas admis dans les hôpitaux. Jamais. La première fois que je voulais encadrer un psychologue pour faire l'essence, l'administration a refusé. Leur statut n'est pas dans la santé publique, mais je l'ai fait quand même. J'ai pris la responsabilité. Et d'ailleurs, c'est l'une des premières psychologues à avoir travaillé dans l'hôpital. Ils ne comprenaient pas le rôle de la psychologue dans l'hôpital. Ils ne comprenaient pas. Le psychologue, c'était dans les usines, dans les sociétés nationales, dans les entreprises, pas dans les structures de soins. Ils ont vraiment lutté longtemps pour avoir un statut au niveau de la santé publique. Avant, ils étaient sans statut. Donc, ça fait longtemps qu'ils sont en train de lutter pour avoir, et ce n'est pas fini, ils sont en train de se battre pour avoir une place privilégiée, ils ont raison, dans la santé publique. Vous êtes parmi, je pense, les derniers venus dans la santé. C'est très important, vous êtes en train de faire des percées importantes et je pense que avec le temps, ça ne va pas être très long
pour que vous puissiez avoir une place de choix dans la santé publique. On est en train de voir, il faut regarder ce qui se fait à l'étranger, il faut regarder comment améliorer son statut, le proposer aux autorités et ainsi améliorer votre situation statutaire. Ça va, moi je suis optimiste parce que j'ai vu les interventions de certains biologistes, elles sont vraiment importantes, intéressantes, surtout avec la COVID-19. Personnellement, je ne sais pas si vous connaissez M. Aïd Saïd Abdelnour, c'est je pense, le président de la Société des biologistes. C'est moi-même qui l'ai invité à la radio, à la télévision, et maintenant, il fait des interventions dignes au nom des biologistes. Magnifique. Il a parlé de la pandémie, il a parlé du virus, il est en train de parler de la vaccination. C'est magnifique. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de donner une très bonne image des biologistes de la santé publique. Magnifique. Maintenant, les télévisions le réclament. Tellement il explique bien, il parle bien, il vulgarise un peu le métier de biologiste. Il est demandé par les plateaux de télévision pour qu'il explique. Vous pouvez regarder, il a la page Société savante des biologistes de santé publique, ou bien un moment, je vous donne son nom, rentrez, regardez ce qu'il dit, c'est des choses très très intéressantes. Il a une place de choix dans la santé aujourd'hui. C'est Aïd Saïd Abdelnour, biologiste. Il est vraiment en train de donner une très bonne image des biologistes de santé publique. Magnifique. Moi, j'apprécie beaucoup et je continue à travailler avec eux. Et oui, au laboratoire, les biologistes sont chargés de faire un prélèvement de sang pour alcoolémie, malgré qu'il y a des infirmiers au niveau de. Le pH, vous n'avez pas dit où. Abu Saada ou ailleurs. Normalement, vous n'avez pas à le faire, ce prélèvement. Il y a des infirmiers au niveau des urgences, des UMC, c'est à eux. Vous n'avez rien à faire dans la salle de garde. Vous êtes dans votre laboratoire, voilà, je dis à la salle des soins, à la salle des urgences. Il y a le laboratoire, et vous interdisez à quiconque qui rentre dans votre laboratoire. C'est interdit. Que le personnel, d'accord. Et vous n'avez rien à faire en allant à la salle des soins ou en allant à la salle des urgences, au cabinet médical. Il y a des infirmiers, c'est à eux de faire. Délai un mot par l'administration, par votre chef de service, que vous êtes protégé, que vous êtes autorisé à faire ce geste. Sinon, vous n'avez pas à le faire. Je parle de l'alcoolémie. Et s'il y a un problème, vous serez responsable. Personne ne vous défendra. Ni votre chef de service, ni le directeur d'hôpital. Parce que c'est déjà arrivé, on est arrivé à l'audience, on a trouvé des internes, des résidents. Ni le chef de service, ni l'administration. Chacun, c'est personnel. Donc, vous devez refuser parce que la loi ne vous autorise pas. Pour le djibli al-warqa, les trolls, je fais prélèvement d'alcoolémie. Je parle du prélèvement. Pour le djibli al-warqa, les tsmahliya, je te donne le prélèvement. Donc, il n'y en a pas, ni une note de service, ni une note de l'administration, vous ne vous engagez pas. Et non, il n'a pas rentré au laboratoire. Vous dites non. Le laboratoire, vous le fermez à clé. Il y a un guichet, on vous donne là-bas. Moi, c'est ce que je connais dans les CHU que je connais. Parné, Mustafa, on m'a appris ça. Un qui des prélèvements, j'étais externe, j'étais interne. Maintenant, je labo. La fenêtre. Il y a une fenêtre, surtout la gare, surtout la nuit. Surtout là, on le donne par la lucarne, par le guichet. On lui donne le prélèvement. Il n'a pas rentré dans le laboratoire. Et ce n'est pas un endroit où on fait. Il fait un état de choc. Je dis, est-ce qu'il y a l'oxygène? Est-ce qu'il y a le réanimateur? Est-ce qu'il y a le corticoïde, l'adrénaline? Vous n'avez rien. Vous êtes responsable. Vous n'avez pas à le faire dans le labo. Ça se fait dans le cabinet médical ou la salle de soins où il y a les moyens. Il peut faire un état de choc, il peut faire une mort subite. Il y a des cas, nous, on nous a appelés au tribunal, on a plaidé des affaires. Ça existe. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça n'intéresse pas beaucoup de monde.
que les initiés. Donc, vous n'avez pas à le faire. Le labo n'est pas un endroit de prélèvement. On fait les prélèvements là où il y a les produits, les antidotes, où on peut réagir à un accident. Voilà. Donc, il faut faire respecter la loi. Vous avez une section, vous avez une section syndicale, allez vous plaindre. الحل هذا هو انا قلت لك لازم السنديكا تاعكم يخبط في الطابله ويقول لهم هذا هو القانون طبقوا القانون ماش خارجين انتم هما يجيو خارجين على القانون وانتم في القانون ما يسمعوا لكمش سي با نورمال il faut être fort l'administration ماشي هي اللي تحكم فيك في هذا vous êtes c'est ça la déontologie médicale vous êtes indépendant dans votre exercice. واحد ما يجي يوري لك واش دير ني الديريكتور دو غار ني الديريكتور جينيرال ني المينيستر سي سا لا ديونتولوجي انت تعرف خدمتك انت تعرف القانون تاع الستاتيو تاعك انت تعرف واش قريت واش تقدر دير دونك سي ا فو دو فوز امبوزي ما يحبش يفهم هذاك الديريكتور باسكو سون دون لور بيرو اون ا ايتي اون كوني لادمينستراسيون Il y en a qui collaborent, il y a des administrations, ما يعطيلكش حقك، نولي عندك الحق، يحبك يليكيدي، مي كون سي ان بروبليم يخليك وحدك تحسب، ويدير لك ميزابيي ويشتكي بك، هو يشتكي بك. Donc, il ne faut pas se laisser faire. Oui, pour la communication, madame, je ne sais pas comment ils font. Je demande s'ils peuvent enregistrer la communication. Et voilà. Notre collègue de l'informatique, la communication elle est enregistrée au niveau de la direction de la formation du ministère de la Santé et vous la réclamez et vous la transmettez. Là, on ne nous a pas donné. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, on peut le faire. Si vous demandez la communication, le travail qu'on a présenté, on peut le partager sur cette boîte de dialogue et vous pouvez la télécharger. Moi, je voulais revenir à la question de l'alcoolémie parce qu'ils disent que dans la fiche de prélèvement de test d'alcoolémie, c'est mentionné laborantin permanent. Il faut savoir que l'alcoolémie, c'est mentionné là. Laborantin permanent. Le laborantin permanent. Parce qu'il y a une fiche d'abord de l'alcoolémie qui a établi cette fiche-là, parce que c'est une fiche par le ministère de l'Intérieur, ou c'est une fiche locale qui a été établie par l'administration locale. En plus, j'aimerais bien préciser, parce que nous, médecins, comme légistes, on est vraiment confrontés à ce problème d'alcoolémie. L'alcoolémie, quand même, ça nécessite un acte, je peux dire, c'est un acte médical, qui se fait sur une réquisition, que le malade doit être examiné par un médecin. Et le médecin voit son état d'ivresse. Est-ce qu'il est en état d'ivresse? Est-ce qu'on état de santé permet de faire un prélèvement, c'est-à-dire que ce n'est pas que les gendarmes vont ramener directement le malade ou le suspect vers un infirmier ou un dentiste de faire l'alcoolémie. Là, c'est non. Il faut c'est une réquisition, donc une action, un ordre judiciaire adressé à un médecin, c'est généralement le médecin de garde, c'est lui qui va examiner d'abord le malade et voir l'utilité de faire le prélèvement. Exactement. Il n'y a qu'à ramener directement le malade dans un laboratoire un prélèvement, ça c'est inadmissible. C'est inadmissible, c'est inacceptable. J'ajoute à ce qu'a dit le professeur Doubalé, très pertinent, la réquisition, c'est la loi sur la santé, la loi. La réquisition est nominative. Est-ce que le laboratoire ou le biologiste, est-ce que le biologiste de permanence doit faire un prélèvement? Ils n'ont pas le droit de le faire. Au maquage, لازم يكتب réquisition à médecin. Il l'examine et voit est-ce qu'il est apte à faire le prélèvement. Et s'il vous dit le malade, vous n'avez pas le droit de lui faire. C'est interdit. Il vous l'a expliqué, professeur Doubalé, au début de la présentation. Il vous a parlé, il a écrit en rouge, le consentement. C'est très important. Ne faites jamais de prélèvement si vous n'avez pas posé la question au malade, au patient, à l'intéressé.
est-ce que قابل ندير لك بريلافمون يقول لك نخاف ما نديرش vous n'avez pas le droit de le faire ولا قابل ديروا donc la même chose la polémique ماشي مكتوبه لكم اش ديروا c'est pas pour vous c'est destiné au médecin de garde il doit d'abord l'examiner avant de penser à la polémique mais comme l'administration la police ils vont régler les problèmes تاعهم ما يخممش عليك donc c'est انت خمم على روحك. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien on peut lever la séance? Comme vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'il y a d'autres questions. Oui, on partage la droit de... Si vous avez des questions, bon, oui, réquisition. Est-ce qu'ils vous ont amené réquisition avec le nom du biologiste? Avec le nom du biologiste, on a moins qui est permanent. Ah non, l'alcoolémie, c'est un acte médical. D'accord, c'est le médecin qui doit examiner. C'est au nom du médecin. Normalement, il doit être au nom du médecin. Le médecin voit peut-être que le malade même, il n'était pas en état d'ivresse. Donc, il y a une contre-indication au prélèvement. Il est hémophile. C'est ça. Peut-être qu'il y a des antécédents qui peuvent entraîner une hémorragie, peut-être. Donc, c'est pas. Oui, bien sûr, on va vous envoyer la communication. Tout de suite. Tout de suite, on va partager. On va vous partager la communication. La garde de nuit, c'est payant. Ou la garde de nuit, les 2 jours. C'est une garde. Elle est payante. C'est votre droit. C'est dans la loi. Vous devez être payé et avoir un jour de repos ou 2 ou 3 selon l'administration. Bien sûr que c'est payant. C'est comme la contagion. C'est payant. C'est une prime payante. On vous paye, bien sûr. Dans votre statut, c'est clair. Dans la loi de la santé, le statut des biologistes santé publique, vous devrez faire des gardes. Et lorsqu'on fait une garde, une activité de la nuit, on a le droit d'être payé, on a le droit d'avoir des récupérations le lendemain. Ça, c'est décrit. Tous les professionnels. Ouais, noir sur blanc, tout est clair. Pour les enfants, vous savez que